Bonjour, merci à vous d'être là. Je vais vous parler d'un projet de véhicule connecté qu'on a porté à la Fonderie, qui est l'agence régionale numérique de la région Île-de-France. C'est bon, tu as le retour? Parfait, génial, top. Donc en gros, ce véhicule est parti d'un besoin. On avait besoin d'une voiture à l'agence. Donc la Fonderie, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est l'agence euh, public qui porte les politiques publiques numériques de la région Île-de-France. En gros, on est une équipe de 12 personnes qui sont spécialisées dans le numérique et qui accompagnent vraiment la région, les services, les politiques sur ce que c'est qu'un espace de coworking, un hackerspace, l'open data, l'open source, etc. On part d'un principe de base, on parle de ce qu'on fait. Donc on ne peut pas arriver ici dans des confs et parler de véhicules connectés si on ne le fait pas nous-mêmes et si on n'en a pas un à l'agence. Donc on avait besoin d'une voiture. On a essayé avec les constructeurs d'avoir un véhicule en prêt. Je ne sais pas si j'ai le droit de bouger. C'est bon? C'est cool? Parfait. Et donc du coup, on a vraiment voulu... Alors, il y a 30 minutes, si vous voulez, je peux rattraper le temps, le retard. N'hésitez pas à m'interrompre si je dis des bêtises ou si vous avez des questions, mais s'il y aura des questions après. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'échanger de manière interactive. Et ce véhicule, donc... et juste dehors. Donc, si vous avez des questions après, je pourrais vous présenter physiquement tout ce qu'il y a dans la voiture. Donc, on n'a pas réussi à avoir de voiture. C'est un projet qui a 2 ans quand même. Donc, l'année dernière, on n'a pas de voiture, on n'a pas réussi à en avoir. On en achète un d'occasion. Donc, c'est un véhicule très analogique. C'est un Nemo Citroën qui n'a même pas de vitre électrique. Et l'objectif, c'était vraiment de ce véhicule analogique en faire un véhicule connecté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé nos copains, toutes les personnes qui travaillent dans des communautés du logiciel libre, du matériel libre, des standards libres et des données libres. Et on a voulu vraiment mettre dans ce véhicule ce qui nous ressemblait et tout ce qui pouvait techniquement être implémenté depuis ces communautés-là. Donc au niveau du logiciel, ce qui motorise cette voiture, c'est un noyau Linux, GNU Linux. Donc en fait, en gros, vous avez un cœur réseau dans la voiture qui est un cœur réseau 4G. Vous avez une fibre optique qui va de l'avant à l'arrière de la voiture pour pouvoir transmettre en très haut débit les informations du moteur et des informations multimédia. L'idée, vous le verrez, on a enlevé l'autoradio, c'est de mettre quelques Raspberry Pi ou des serveurs typo Linuxino à l'intérieur de la voiture et faire un mini data center à la place de l'autoradio. Une tablette 10 pouces qui remplace l'autoradio. Il n'y a rien de plus cheap quand vous allez chez des fournisseurs d'autoradio. Il n'y a rien de plus cheap qu'un autoradio. En tout cas, les interfaces en UX, c'est pas très simple à utiliser entre les boutons, les trucs qui font bip-me. Donc là, on est reparti sur ce que vous connaissez et maîtrisez tous, une tablette. On a installé aussi à l'intérieur de la voiture des capteurs. Donc, alors je vais en sortir plein. Voilà, j'avais prévu de les sortir avant. Voilà, je les sors maintenant. Alors, c'est un véhicule qui est antérieur à 2012, donc je vais commencer par un capteur qui est obligatoire depuis 2012. Alors ça s'appelle un TPMS, c'est un Tire Pressure Measurement Sensor. C'est obligatoire dans toutes les voitures neuves depuis 2012. Donc en gros, c'est un tout petit truc comme ça. Donc là, vous avez votre valve normale et derrière, vous avez ce petit module orange qui vous permet d'avoir la pression de votre pneu tout le temps. Donc en fait, vos pneus, si vous avez acheté votre voiture après 2012, voire même 2014, ce qui est maintenant c'est direct, vos pneus sont communicants. Mais ils communiquent comment? Ils communiquent en radio. Donc en fait, en gros, vous dites bien qu'on ne peut pas câbler ça. Donc quand votre véhicule atteint 50 km/h, il commence à envoyer sur 433 MHz la pression des pneus à l'ordinateur de bord. Et comme je vous l'ai dit, notre voiture est un véhicule analogique. Donc notre ordinateur de bord, il n'y en a pas, et il n'est pas capable d'intercepter ces trames-là. Donc ce qu'on a fait, on a pris un récepteur de télé, TNT, on est en plein euro pour ceux qui regardent le foot. Donc c'est ce que vous utilisez, je suppose, pour regarder les matchs au boulot, si vous bossez à ces heures-là. C'est une clé TNT et en fait, on a détourné avec un projet libre qui s'appelle RTL SDR la manière dont fonctionne cette clé-là. Donc en fait, ce qu'on lui fait faire, c'est qu'on lui fait écouter sur 433 MHz tout ce qui passe. Donc ça peut être la commande d'ouverture de votre voiture, donc la petite télécommande. Ça peut être une station météo, ça peut être votre petit bip d'ouverture de portail de parking. Nous, ce qui nous intéressait là, c'est les pneus. Le standard donc, en Europe, c'est 433 MHz.
Pour pouvoir être sûr que c'est bien le pneu avant droit, chaque TPMS doit avoir un identifiant unique. Évidemment, l'ordinateur de bord doit apprendre à reconnaître ces 4 pneus plus la roue de secours. Donc ça fait 5 TPMS à identifier dans votre véhicule. Et ensuite, si vous avez un défaut de pression ou que le pneu chauffe, parce qu'il y a aussi un thermomètre dans ce capteur-là, votre voiture vous dit attention, etc. Nous, on ne voulait pas se limiter à ça, on a voulu aller encore plus loin et capter les pneus de toutes les voitures qui nous entouraient et puis commencer à décoder les trames. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Alors, je vous dis, on est une agence publique, donc on doit accompagner les politiques publiques numériques. Le TPMS pose 2 problèmes. Le premier, un problème et un truc intéressant. Le problème, je commence par la mauvaise nouvelle, c'est que comme vous avez un identifiant unique, on est capable d'identifier et de raccrocher votre véhicule à partir de vos pneus. Donc techniquement, on pourrait vous suivre et votre compagne ou votre compagnon pourrait savoir si vous êtes bien au travail, s'il dépose des sondes qui captent sur 433 MHz dans le parking de votre boulot. Ça, c'est le côté négatif. Je parle de votre compagnon ou de votre compagne. Je pense que vous allez au boulot quand vous dites que vous y allez. Le côté positif de ça, c'est qu'on va installer des sondes un peu à Paris, à Vernon, en Normandie, dans des aires de péage, des bornes de péage. L'idée, c'est d'utiliser ces bornes-là et vous savez comment on fait le calcul de temps de parcours sur une route normale? On lit les plaques. Donc lire les plaques, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une caméra qui soit capable de lire de jour, une caméra qui soit capable de lire la nuit. On lit la plaque, on voit la plaque à Porte-Maillot, on la voit à Porte de la Chapelle, on calcule le temps et on sait sur 10 véhicules, 20 plaques qu'on a lues, combien de temps le véhicule a mis pour le faire. Là, ce qui serait intéressant, c'est d'intercepter les trames de ces capteurs-là par radio. C'est beaucoup plus simple. L'identifiant unique, on le voit à un point A, on le voit à un point B, on en voit 15-50 qui passent comme ça et on fait une moyenne et on détermine le temps de parcours. On parle de Smart City, c'est un peu ça. À la base, ce n'est pas fait pour ça, mais on peut l'utiliser pour ça. Donc là, c'est les capteurs que la voiture n'avait pas. Dans la voiture, vous avez des bus, vous avez des câbles qui passent. Alors, pour pouvoir centraliser l'information, si on devait relier chaque capteur bien comme il faut au microcontrôleur ou au microprocesseur qui va bien, ça ferait des kilomètres de câbles dans la voiture. Bon, il y en a déjà quelques kilomètres, mais là, ça en ferait encore beaucoup plus. Donc, il y a un bus dans la voiture qui s'appelle le bus CAN. Pour les véhicules haut de gamme, qui ont parfois la vidéo de recul, etc., ou même la vidéo à l'avant, ça fait beaucoup trop d'infos. Donc, il y a un autre bus qui est de la fibre optique. Donc, c'est le bus MOST, entre autres. Il y a d'autres noms, mais là, c'est le bus MOST. Et donc, l'idée, c'est avec une Carberry. Donc, une Carberry, c'est une carte fille de Raspberry Pi. Qui sait ce que c'est qu'une Raspberry? Cool, super, vous êtes bien. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit ordinateur avec... c'est la carte qui est en dessous, là. Il y a un câble il y a un connecteur Ethernet, quelques connecteurs USB. Vous avez un ordinateur avec une carte SD qui sert de disque dur et vous faites tourner un système d'exploitation dessus. Et donc, la Raspberry Pi qui est juste dessous, là, a une carte fille qui s'appelle une Carberry qui va adapter les signaux de la voiture aux signaux de la Raspberry Pi et qui vous permettra d'avoir un serveur ou une machine, en tout cas, un peu plus intelligente, plus souple, pour pouvoir travailler sur la voiture. La finalité de tout ça, c'est qu'on est aujourd'hui l'inverse de ce qui se passe dans le web, en tout cas sur le web mobile. Vous devez développer pour iOS une application, pour Android, vous devez en déployer une autre, pour BlackBerry PLRAM, vous devez en déployer une autre, pour Windows Phone, vous devez en développer une autre. Ça, ce n'est pas le web. Le web, c'est des protocoles, ce sont des standards, ce sont des algos qui sont déjà définis, qui sont libres, qui sont documentés, et tout le monde part avec la même chance d'un point de vue technique, et on favorise ainsi l'interopérabilité. Donc là, le stade que vous voyez là, c'est un peu tout ce qu'on a dans la voiture. Pour alimenter tout ça, il faut de l'énergie. Donc on a mis un panneau solaire pour alimenter l'ensemble du cœur réseau et des équipements électriques de la voiture. Quand on a fait ça, il y a quelques SAMU qui nous ont contactés, qui nous ont dit super intéressant, ce qu'on voit à la télé dans Dr House et Urgence, c'est vraiment de la science-fiction sur être capable de suivre un patient de sa prise en charge dans l'ambulance jusqu'à l'hôpital avec un retour écran du cœur qui bat et du nom, du prénom. Bon, ça, c'est de la science-fiction. Donc, on s'est dit qu'on pourrait quand même faire quelque chose. Les SAMU, avec les réductions budgétaires, n'ont pas forcément les moyens de faire ça. Et donc, je me suis mis des électrodes avec un partenaire qui s'appelle Mindray, qui m'a ouvert son bloc opératoire de démonstration et qui m'a dit « choisissez ».
Et donc, on a utilisé un protocole qui s'appelle le HL7, qui est un protocole médical qu'on a mis dans la voiture. Et donc, notre voiture est capable de communiquer sur le HL7 et de renvoyer aux hôpitaux, encore un protocole libre, des informations médicales d'un patient qui serait pris en charge dans une ambulance ou dans un hélicoptère d'évacuation sanitaire. Tout ça sur des réseaux IP classiques, tels que vous les connaissez. Et pour reparler encore de finalité de tout ça, vous n'avez pas à vous soucier en tant que développeur dans notre véhicule de la partie mécanique, de la partie électrotechnique, de la partie électrique. Ça, ce sont des préparateurs. Il ne faut pas me confier un tournevis. Donc, moi, je ne m'en suis pas chargé. Merci Norauto, merci Fabrice Pimba, qui sont nos préparateurs et qui nous ont vraiment aidés et qui ont vraiment, sur les châssis, préparé notre véhicule, sur les ponts. Derrière, tout le reste, c'est un peu de nous, c'est un peu de nos partenaires. On a ventousé, vous le verrez pour ceux que ça intéresse dans la voiture, un téléphone sur le pare-brise et l'objectif c'est de faire des photos en 2D. Pour ceux qui me connaissent, je gère aussi le projet, en tout cas je suis le porte-parole du projet OpenStreetMap. Et donc notre objectif c'est faire une carte libre du monde. Et donc du coup on a équipé la voiture d'un téléphone avec une application qui prend des photos toutes les 2 secondes de la route, et qui nous envoie en fait des informations, en tout cas qui stocke des photos et qui permet d'ailleurs de faire un Google Street View open source. Donc n'hésitez pas à regarder un peu ce que fait Mapillary. Ce sont des millions de photos aujourd'hui, et de ces photos-là, on sait ce qu'on appelle du Structure from Motion. Donc on arrive à reconstruire en 3D et en open source avec OpenSFM, Open Structure from Motion, la ville en 3D depuis les photos qui ont été prises de notre véhicule. Et ça par saison. Reconnaissance automatique des panneaux, donc limitation de vitesse, sens interdit, sens unique, floutage des visages et aussi floutage des plaques minéralogiques pour respecter évidemment la vie privée des conducteurs. Si vous aviez une slide à retenir, en tout cas une image à retenir, c'est celle-là. Le W3C a défini ce que doit être le web dans une voiture. Et pour vous montrer jusqu'où ça va, vous avez ici pour les développeurs qui sont dans la salle, la réponse en JSON, par exemple, en JavaScript ou sur n'importe quelle autre représentation que vous souhaitiez, CSV ou XML, la description du carburant d'une voiture. Donc là, vous avez du gasoil, de l'éthanol, du diesel, du GPL, etc. Et une startup est venue me voir récemment en me disant les chevaux sont considérés comme des véhicules, est-ce qu'on pourrait rajouter foin ? Et je lui ai dit, bah oui, c'est une norme libre, vous sentez-vous libre de rajouter, mais ce serait possible de le faire pour un cheval, par exemple. Et le protocole le permet en tout cas, et je vous laisse découvrir en fait tous les autres attributs sur mode nuit, accélération, vitesse engagée, la vitesse. Alors vous le verrez pour ceux qui le veulent, je vous ferai la démonstration sur notre véhicule. Elle ne roule pas, mais la voiture a quand même des informations qu'elle peut transmettre. Donc, je pourrais vous montrer la température du liquide de refroidissement, le régime moteur, la consommation en temps réel, ça avec un petit démarrage de la voiture, pas trop longtemps, qu'on n'ait pas d'intoxication au monoxyde de carbone. Mais c'est possible. Et là, l'API est prévue pour pouvoir supporter tout ça. Alors, je vous dis que nos relations avec les constructeurs sont un peu compliquées parce qu'ils ne nous parlent pas. Aujourd'hui, j'ai 2 véhicules en test, une Tesla et des Toyota. On essaie d'être patriote au maximum, donc on a un IMO Citroën, mais bon voilà, c'est tout ce qu'on a comme véhicule. Là, ce que je veux vous montrer, c'est que d'autres industries ont su mettre en place des protocoles. Notre voiture fonctionne sur les 4 modes du Wi-Fi. Alors, pour ceux qui connaissent bien le protocole Wi-Fi, il y a 4 modes. Un émetteur-récepteur Wi-Fi fonctionne sous 4 modes. Client, donc il va se connecter à votre box en mode station, donc il va se comporter comme une box ADSL, donc vous allez vous connecter à la voiture. Le mode monitor, qui est un mode où en fait vous n'émettez rien, mais vous écoutez, vous sentez un peu ce qui se passe, donc vous récupérez l'ensemble des non BSSID, SSID, des box Wi-Fi et des émetteurs récepteurs Wi-Fi qui sont autour de vous, et le mode pair à pair. Donc en gros, vous connectez en mode pair à pair à vos voisins, à vos voisines, en tout cas directement. Et notre voiture fonctionne un peu pareil, elle est capable d'écouter. Donc les 2 écrans, les 2 cadrans de gauche que vous avez, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle écoute. Donc
En haut à gauche, vous avez en temps réel tout le trafic fluvial autour de Nantes. Donc toutes les péniches, tous les bateaux qui sont en train d'émettre des signaux pour éviter les collisions, leur nom, etc. Ça s'appelle des trames AIS. C'est un protocole qui est chiffré, mais qu'on peut décoder. Pour ceux qui connaissent Marine Traffic, c'est exactement sur ces données-là que s'appuie ce système-là. Et en bas à gauche, ce que vous avez, c'est exactement la même chose, mais pour les avions. Donc c'est le trafic aérien en temps réel, au-dessus de Nantes. Donc là, vous avez des vols EasyJet qui nous survolent, vous avez du Ryanair, ici. Vous avez l'altitude sur cette colonne-là, vous avez le code transpondeur ici, la vitesse de l'avion, son cap, sa latitude, sa longitude et encore d'autres informations. Et tout ça est capté en temps réel dans la voiture qui est là. Alors, si je peux vous l'afficher, c'est qu'on a une connexion Internet dans la salle. En fait, ces informations-là sont renvoyées en SSH à Roubaix, chez OVH. Et ensuite, là, je me suis connecté à OVH en SSH et je me récupère tous ces flux-là directement ici. C'est un peu ça notre conception du véhicule. C'est un véhicule qui respecte votre vie privée. Donc, on aimerait bien voir du Cozy Cloud dans les voitures. On aimerait bien voir la brique Internet dans les voitures, que votre voiture soit un peu votre serveur web qui roule et qui assure votre auto-hébergement. Moi, ça me gêne qu'un constructeur automobile monétise mes données cardiaques ou mon poids parce qu'il aura mesuré pour soi-disant, au début, c'était juste vérifier que vous êtes assis et que votre ceinture est bien attachée, que ça fasse bip-meu si vous roulez sans ceinture. C'est devenu, on mesure votre poids et on le stocke pour pouvoir ensuite, avec votre rythme cardiaque, avec des électrodes dans le volant, mesurer votre rythme cardiaque. Et ils appellent ça souvent, les constructeurs automobiles, des données comportementales. Non, ce sont des données médicales. Et en France, et dans pas mal de pays européens, les données médicales sont soumises à des règles particulières. Donc pour nous, en tant qu'agence publique, faire un véhicule connecté et être conscient de tout ça et pouvoir mettre en œuvre aussi nos propres moyens et en tout cas pouvoir travailler sur un véhicule comme celui-là, c'est aussi un moyen de faire de la veille, mais aussi d'être capable demain de mettre des freins à des dérives potentielles sur la vie privée qui nous attend sur ces véhicules-là. Alors je ne vous ai pas parlé du cadran de droite. Alors, on ne le voit pas bien parce que l'écran est coupé en haut, mais c'est de l'activité satellitaire. En gros, vous avez un serveur GPSD. Là, c'est mon retour de mon serveur GPSD. Et vous avez tous les satellites GLONASS, GPS et Galileo qui sont au-dessus de nous en temps réel. Donc, on est aussi capable de faire du spatial. Donc, à la base, ça sert à se positionner, hein, mais on pourrait imaginer ça pour d'autres satellites en orbite basse dont on aurait besoin des informations. Sigfox, ils étaient là tout à l'heure, mais Cédric, s'il est encore là, salut. On a une puce Sigfox pour transmettre en temps réel tout le temps la position de la voiture. Et là, pareil, on répond à une question de Samu. Est-ce que Sigfox est pertinent pour mon hélico d'évacuation ou pour mon ambulance pour savoir où est mon véhicule? Donc, ils n'ont pas forcément les moyens de se payer la R&D. Ils n'ont pas forcément les moyens de se payer un bureau d'études, etc. On embarque la techno dans notre véhicule, on teste, on valide, et ensuite aux industriels de se débrouiller. Mais en tant que collectivité, en tant que structure publique, on aura au moins notre avis sur la techno et sur la manière de la mettre en œuvre. Je vais vous laisser me poser des questions, si vous en avez. Il y en a toujours. Il y a un joli bouquin pour ceux qui ont lu TechCrunch récemment. Il y a un joli bouquin qui est sorti qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, je vais le basculer sur cet écran-là, hop là, qui s'appelle Car Hackers Handbook, qui est, alors je vais fermer ça, hop, je vais le basculer sur l'écran. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, hein, évidemment, à lire ce bouquin-là. Là, je vous parlais de l'attaque TPMS, donc sur les capteurs de pression. Là, vous avez vraiment le descriptif de ce qui se passe avec des jolies courbes, du code pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment un bouquin de référence. Mon rêve, c'est de voir ce qu'on appelle des VRL naître en France. Il y en a 3, 4 aux États-Unis. Ce sont des véhicules Research Lab. Au-delà, et vous avez bien constaté l'année dernière qu'on ne peut pas faire confiance aux constructeurs automobiles pour nous dire exactement combien de gaz à effet de serre émettent nos voitures. Donc on est en tant que structure publique, en tant que structure civile, en tant qu'association, en tant que développeur, en tant que hacker, en tant que start-up, des garages ouverts, comme des hackerspaces, dédiés aux voitures, avec des ponts, des oscilloscopes, des ordis, des serveurs, des cartes électroniques, etc., où on puisse hacker des voitures.
Donc, j'espère voir ça naître très bientôt à Lille, j'espère. L'idée étant qu'on puisse faire des conférences comme celle-là autour d'une voiture, mais qu'on puisse vraiment les toucher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrête de parler, de faire des grands mots, des grands gestes autour de la voiture connectée, de la ville intelligente. Il faut qu'on ait des véhicules pour les toucher, voir comment ils se comportent justement dans la ville et quel type de service et vers quoi on se dirige d'un point de vue politique, d'un point de vue public et d'un point de vue technique. Je vous écoute si vous avez des questions. Oui. Je ne sais pas si je suis en retard. Je suis on time ou pas? C'est bon? Parfait. Oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous allez vers la même chose, mais pour les motos? Est-ce que? Vous voulez aller vers les motos aussi à un moment ou... Alors, c'est une question qui m'a été posée pour la première fois par une femme motarde. Et oui, j'aimerais beaucoup. Alors, je travaille en ce moment sur des bateaux, des hélicos, un Transal, et une Toyota RAV4 et une Toyota hybride Yaris. Et oui, il me faut les motos aussi. J'aimerais bien, mais comme j'en ai pas... si tu veux me prêter la tienne, il n'y a pas de souci. Oui, il faudrait que... Alors, oui, il faudrait qu'on y aille. Je vous avoue que ça, j'aimerais beaucoup le faire avec Monsieur Lazarette. Qui connaît Monsieur Lazarette? Ah, c'est bon, ça c'est des bons. Alors, Monsieur Lazarette, c'est un peu notre top chef à nous de la voiture. C'est un grand monsieur de la voiture en France, c'est un constructeur qui fait le Wazuma. Allez voir ce que c'est qu'un Wazuma, c'est pas mal. Et j'aimerais beaucoup avec lui travailler sur ces questions-là. Vraiment récupérer les données du moteur. Et comme c'est une grande marque, enfin c'est un petit constructeur, mais qui est vraiment... ce sont vraiment de très belles motos et de très belles voitures qu'il fabrique. J'aimerais vraiment aller sur du très haut niveau avec lui et ensuite faire rêver des gamins et des étudiants et des développeurs qui ensuite déclinent tout ça sur des motos classique. Alors, ce qui ne m'empêche pas de travailler avec des motards, etc. hein. Mais moi, on a pris vraiment un Citroën Nemo pour que les gens puissent vraiment s'identifier à ça. Pour l'instant, il n'y a que M. Lazarette qui est sensible à cette partie numérique-là sur les motos. Mais on va y arriver. Merci. D'autres questions? Mais n'ayez pas peur, je ne vais pas hacker votre voiture. Je crois qu'on est bon au niveau timing. C'est bon? C'est Voilà, bon, merci, Gaël. je m'en vais. Merci, au revoir.